Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Il faut qu'on parle de quelque chose, c'est l'incroyable aversion des Français pour l'investissement boursier. Complètement. À chaque fois qu'on parle de bourse, les gens prennent peur, ils ont l'impression qu'ils vont perdre tout leur argent, que tout va s'écrouler, parce qu'ils entendent dans les médias, j'imagine, que les marchés sont proches de s'écrouler en permanence. Je vais essayer de replacer les choses dans leur contexte, puisque pour moi, ça reste un des meilleurs, si ce n'est le meilleur quand on a un peu d'argent, investissement qu'on peut faire. La bourse, ça représente notre économie, ça représente, en tout cas pour les indices boursiers, les plus grosses entreprises d'un pays ou d'un continent en fonction de quel indice on parle. Et donc il faut bien avoir conscience que c'est quelque chose qui est relativement solide. Certes, il y a de la volatilité. Volatilité, donc ça veut dire que le prix d'une action ou d'un indice peut varier assez fortement ou à la hausse ou à la baisse en fonction de différents paramètres. Les gens qui font de l'immobilier ont l'impression que c'est moins le cas en immobilier parce que c'est un marché qui est moins liquide, où on ne cote pas en permanence, on ne donne pas un prix à un bien immobilier en permanence, mais on a aussi de la volatilité qui existe. Mais les gens ont l'impression que c'est beaucoup plus rassurant puisqu'il y a quelque chose de concret, alors que dans la bourse, on a l'impression qu'il n'y a rien de concret. Mais en fait, c'est très concret. Si j'achète aujourd'hui, on va parler du CAC 40 peut-être, puis après du SP 500. Le CAC 40, donc c'est l'indice qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Si j'achète une petite part de ce CAC 40-là, je possède en fait une petite part des 40 plus grosses entreprises françaises. Et donc rationnellement, si on se dit ça, si ce sont les plus grosses entreprises françaises, ce sont quand même celles qui performent le mieux aujourd'hui. Quelles sont les entreprises qui ont le plus de chances de performer demain? Je ne dis pas dans 10 ans, mais demain, ce sont celles qui performent le mieux aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose de très sécuritaire. Sur le SP 500, donc c'est l'indice américain qui reprend les 500 plus grosses entreprises américaines. Même chose, d'investir sur ce type de support-là, c'est quand même quelque chose de très sécuritaire. On a une petite part dans 500 entreprises qui sont énormes. C'est impossible que toutes ces entreprises fassent faillite en même temps. Même s'il y en avait une qui faisait faillite, et finalement, c'est noyé dans l'indice, l'impact serait très faible. En plus, elle serait remplacée par une autre entreprise qui viendrait la remplacer dans l'indice. Donc c'est quelque chose qui, moi, me paraît, à l'inverse des gens maintenant que je pratique les marchés financiers depuis un moment, quelque chose qui me paraît très sécuritaire. Je parlais juste de la partie sécuritaire pour l'instant, qui en général fait peur aux gens. Mais si on va en termes de performance, ce que les gens ne savent pas, c'est que quelqu'un qui aurait acheté simplement une part de SP500, alors on peut faire ça sous forme de ce qu'on appelle des ETF, donc ce sont des fonds qui reconstituent l'indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Si on avait fait ça sur les 50 dernières années et qu'on avait acheté très régulièrement ce qu'on appelle du DCA, donc acheter régulièrement une petite part de cet indice-là, en moyenne on fait du 10% par an. Faire du 10% par an aujourd'hui, il y a personne autour de vous qui vous proposeront des placements financiers qui permettent de faire ça. Alors oui, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des années, on a fait beaucoup plus que ça peut être du 40, du 50%. Il y a des années négatives, ça arrive aussi, mais l'investissement boursier, l'investissement financier, et n'importe quel investissement se fait de toute façon sur le moyen ou sur le long terme. Donc j'ai toujours un peu ce sourire quand quelqu'un me dit « Ah oui, mais la bourse, c'est trop risqué pour moi », puisque l'image de la bourse, c'est acheter quelques actions d'une entreprise qui potentiellement peut faire faillite. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on peut tout perdre. Mais si on fait de la bourse intelligemment, en faisant du DCA sur des indices, en mettant en place des portefeuilles permanents, donc ce sont des portefeuilles qui sont là pour exister sur le très long terme, on a un risque qui est très limité, qui pour moi n'est pas plus élevé qu'en immobilier, voire probablement moins élevé qu'en immobilier. Une performance qui a été historiquement, on ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais quelque chose qui se passe depuis 70 ans a quand même des chances de continuer dans le futur. Une performance moyenne aux alentours de 10%. Voilà, c'est quelque chose qui, quand je vous dis ça, vous devriez vous jeter sur la bourse, en tout cas si vous avez un peu d'argent, puisque c'est l'inconvénient de la bourse, on ne peut pas le faire comme de l'immobilier avec de la dette. Si vous avez un peu d'argent, vous devez vous intéresser au marché financier, mais pas comme 99% les gens le font en faisant ce qu'on appelle du stock picking et en choisissant une entreprise qu'au final vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Vous devez le faire en investissant dans des indices.
Je pense que cette aversion qu'ont les Français pour la bourse, c'est dû à un phénomène psychologique qui est que les gens réagissent beaucoup plus, et je dis les gens, c'est tout le monde, c'est notre cerveau qui est fait comme ça, on réagit beaucoup plus à la peur qu'aux nouvelles positives. Donc le fait de dire quelqu'un a tout perdu, ça va nous marquer 10 fois plus que le fait de dire quelqu'un a fait x10 ou x100 sur son investissement. Et donc ça crée une peur qui paralyse. Et j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour moi, le problème avec la bourse, c'est le manque d'information, le manque de connaissances. J'ai une anecdote, j'ai recruté beaucoup de personnes qui sortaient des études et qui venaient de terminer une école de commerce. Et je faisais passer des entretiens d'embauche. Et souvent, je demandais, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est le Nasdaq ou le S&P 500 ? Et au fur et à mesure, en fait, j'en ai jamais un qui a su m'expliquer ce que c'était. Je parle quand même de gens qui avaient fait une école de commerce. Donc, le S&P 500, c'est quand même l'indice qui regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées américaines. Le Nasdaq, c'est les sociétés technologiques. Et j'en suis venu à poser une question que j'osais même pas poser. Je me disais, je peux pas décemment poser ça. Les gens vont me dire, non mais vous me prenez pour un imbécile ou quoi ? Et donc, j'en suis venu à poser à ces entretiens de recrutement à des gens qui sortaient d'école de commerce, je leur ai dit, expliquez-moi ce que c'est le CAC 40. Le CAC 40, si on allume, il n'y a pas besoin de faire des grandes études, si on allume la radio dans sa voiture, on entend le journaliste nous dire le CAC 40 a baissé de 0,8% aujourd'hui. Et donc il y a un minimum de curiosité de se dire qu'est-ce que c'est. Et quand on a fait une école de commerce, donc qu'on va devoir travailler dans le business et souvent dans des grosses entreprises, puisque les gros recruteurs des étudiants d'école de commerce, ce sont des grosses entreprises, ne pas savoir ce que c'est le CAC 40, ça montre simplement que le système scolaire, notamment français, n'accorde absolument aucune place à la bourse. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas, même après une école de commerce, on ne sait même pas ce que c'est une action, une bourse, un indice boursier, un ETF. On ne sait pas comment ça marche. Et donc, comme tout ce qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur. Et donc, ce qui est en cause, je pense, c'est pas les gens. Je n'en voulais pas à ces personnes qui ne savaient pas me répondre parce que ce n'était pas de leur faute. C'est le système qui n'explique absolument pas ça. Et ça conduit à des peurs irrationnelles. À l'inverse de l'immobilier où le rêve de toute famille française, c'est d'acheter sa maison. Et donc, dans toute famille française, il y a, même si ce n'est pas les parents, un oncle, un grand-père, quelque chose qui a sa maison, donc qui peut dire « Ah oui, moi, je suis content, ma maison est payée », qui est passé par le processus normal de compromis, financement, etc. Et donc, c'est plus transparent. Mais oui, cette peur irrationnelle de la bourse, je pense qu'elle a coûté aux ménages et qu'elle coûte à l'économie, parce que la bourse, c'est une manière de financer l'économie, qu'elle a coûté énormément de croissance, énormément de patrimoine qui n'ont pas été créés à cause de ça. Et à l'inverse, aux États-Unis, où les gens doivent se préparer à leur propre retraite, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que dans les familles américaines, l'investissement boursier, c'est à peu près aussi évident que dans les familles françaises, le fait d'acheter sa résidence principale. Je pense que l'immense majorité des gens qui ont des revenus normaux, qui ont une capacité d'investissement aux États-Unis, ont des actions, investissent un minimum en bourse, alors qu'en France, j'ai l'impression que quasiment personne ne le fait, et les idées reçues sont terribles. Il n'y a que des histoires de « tu vas tout perdre, c'est pas possible », alors que c'est, et comme tu le disais très justement, investir dans les 40 plus grosses entreprises françaises cotées ou dans les 500 plus grosses entreprises américaines cotées, ça n'a aucune raison de justifier de la crainte. On investit dans les plus grosses entreprises. C'est assez hallucinant comme démarche. Ce qui peut peut-être expliquer ça aussi, c'est que investir en bourse il y a encore quelques années, et finalement assez récemment, c'était quelque chose réservé un peu aux initiés, qui était un petit peu compliqué à faire. Avant l'arrivée d'Internet, il fallait avoir un broker, passer un coup de téléphone. Enfin, c'était quelque chose de plus compliqué. Ça s'est démocratisé fortement sur les 10-15 dernières années. Donc c'est le moment de s'y intéresser, c'est le moment de se former et d'essayer de comprendre quelles opportunités sont derrière ça, surtout si vous avez un petit peu d'argent disponible. Pour les personnes qui n'ont pas d'argent disponible, c'est toujours intéressant de se former, mais effectivement, c'est le propre des marchés financiers. Pour gagner de l'argent, il faut déjà en avoir. Et un dernier point pour conclure, il ne faut pas confondre le trading,
l'investissement en bourse, et il y a X stratégies, et en fait ça n'a rien à voir, c'est comme en immobilier, il y a des gens qui font de l'investissement locatif sur des immeubles de rapport, d'autres qui font de la location courte durée, d'autres qui font de la sous-location, d'autres qui font de l'achat-revente, tout ça, ça n'a rien à voir. Et en bourse, il y a des tas de stratégies différentes. Évidemment, c'est exactement comme en immobilier, plus la stratégie est rentable, plus elle est risquée. Donc le summum du risque, ça va être le trader qui va passer sa journée à acheter et à vendre. C'est quelqu'un qui va aller chercher des performances extraordinaires. On connaît tous les histoires de traders de grandes banques qui ont des bonus exceptionnels parce qu'ils rapportent des sommes énormes. Mais qui dit gain potentiel élevé dit risque énorme. Et en fait, cette idée du trading, elle pollue souvent la vision de la bourse parce que les gens s'imaginent qu'investir en bourse, c'est acheter et vendre 15 fois par jour. Et ce n'est pas le cas. Et même en trading, il y a différentes manières de trader qui ne correspondent pas du tout à des manières risquées. Donc il faut apprendre, il faut se cultiver sur la question et balayer ces idées reçues qui en fait coûtent cher. Et le trading demande des années pour se former et seulement un pourcentage assez faible devient réellement rentable, alors que l'investissement de façon passive sur des indices, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, ou des portefeuilles permanents, on peut se former en quelques heures ou quelques dizaines d'heures suivant ce qu'on veut mettre en place, pour mettre en place un portefeuille qui va être performant sur le long terme. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.